Quand on parle de durabilité, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a derrière ce mot finalement beaucoup d'autres notions qui sont à l'intérieur de ce hashtag, puisque c'est le hashtag qui a été choisi pour le prochain Intermat. Quand on parle de durabilité et de décarbonation, l'autre grand sujet, c'est évidemment, et vous l'avez compris, la diminution de la consommation de carburant. Alors, si l'électrique, on l'a dit, est une des solutions, ça n'est pas la seule, parce qu'elle ne s'applique pas d'abord à tous les types d'engins. Il faut donc imaginer toutes les autres options. Mais où en est le sujet, tiens, justement, sur ces autres options? Qu'entend-on par biocarburant, par exemple, quand on l'applique au secteur du bâtiment et des travaux publics? On va ouvrir le dossier, si vous le voulez bien, avec nos deux prochains invités. Je vais demander à Laurent Puibaret, responsable du service technique hygiène et sécurité de la FICIM, de bien vouloir nous rejoindre, ainsi qu'à Dominique Chevillard, directeur technique de la recherche de la FNTP. Ah, je me disais, il manque le petit jingle, la petite musique qui vous laisse le temps de vous installer. Soyez les bienvenus. Vous avez, je crois, été co-rapporteur de la feuille de route sur la décarbonation. Et un des sujets qui a été retenu, c'est effectivement ce qu'on appelle le carburant alternatif. Carburant alternatif, c'est-à-dire appliqué à la filière, ça ressemble à quoi? Carburant alternatif. Merci Raphaël de reparler de cette feuille de route de décarbonation des véhicules lourds, puisque comme le disait Pascal tout à l'heure, ils nous ont invités à 2, nous sommes arrivés à 5. Et ça les a vraiment frappés. Ils nous ont dit, on est allé très très vite grâce à cela. Et donc on a pu avoir une conclusion, alors qu'au départ, on nous proposait une solution qui pour nous n'avait pas de sens. Les personnes du ministère de la Transition écologique, effectivement, nous ont écoutés. Elles nous ont entendus quand nous avons dit, pour les petits, ce sera électrique, pour les gros, ce sera biocarburant. La limite entre petit et gros étant floue, suivant les types de matériel, suivant les constructeurs et suivant le type de chantier. Quand on est au milieu du Cantal, qui est un département cher à mon cœur, c'est pas la même chose que quand on est au milieu de Paris. Donc on a l'électrique d'un côté, décidément. On a les biocarburants, ou les carburants alternatifs de l'autre. C'est quoi les biocarburants, les carburants alternatifs? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur quand on est dans votre secteur? C'est une excellente question et c'est justement le sujet qu'on a essayé de traiter au niveau de Synergique. Comme le rappelait Dominique, en fait, on est arrivé à 5 dans cette feuille de route. L'idée, c'était de trouver les différents axes de décarbonation possibles pour ces engins. Et donc, on a trouvé 8 axes quand même, c'est pas négligeable. Et parmi ceux-là, on a commencé un peu par une surprise pour nos interlocuteurs, c'était de dire on va décarboner nos engins avec des moteurs thermiques. Donc là, évidemment, quelques stupéfactions un peu dans l'entourage, mais c'est vrai. On peut le faire, pourquoi? Parce que déjà, les engins thermiques, les moteurs thermiques ont fait d'énormes progrès dans le cadre de la lutte contre les émissions de polluants. On est arrivé, comme ça, en plusieurs années, à limiter très fortement les émissions de polluants des moteurs. Et aujourd'hui, dans les dernières générations Stage 5, on se rend compte que la consommation, parallèlement à cela, a baissé. Ce qui fait que, naturellement, on obtient des réductions d'émissions de facteurs d'émission assez significatifs. Entre des engins qui ont 10 ans par rapport aux dernières générations, on est de l'ordre de 10-20% de gains. Et si on alimente en plus ces moteurs avec des carburants liquides bas carbone, eh bien on double la mise, puisque là on va bénéficier également de cette réduction des facteurs d'émission qui peuvent être assez importants. Ça dépend des intrants. Donc là j'en arrive à votre question. C'est quoi ces fameux carburants qu'on peut mettre à l'intérieur? Voilà, pour répondre à votre question. Le HVO, j'imagine. Alors on va y arriver, bien sûr. Le B100. Alors, en fait, quand on a commencé à travailler sur le sujet, ça fait déjà maintenant de nombreuses années, comme on l'a rappelé, au sein de Synergique, les constructeurs avaient investigué un peu sur différentes directions. On parlait beaucoup de B100 au début, même si aujourd'hui c'est plutôt orienté quand même vers le routier. Donc on est venu nous présenter ces solutions-là. On avait d'autres solutions, les XTL, donc les gazoles paraffiniques de synthèse, qui arrivaient également avec le HVO. Donc nous on a regardé, et pour ce qui me concerne, au niveau des aspects réglementaires techniques, on a essayé de regarder ce qui pouvait permettre de déterminer pour les constructeurs
la meilleure solution. Quel est le meilleur finalement carburant, biocarburant? Plusieurs aspects. Nos constructeurs sont internationaux, donc il faut quand même que ce soit un carburant qui soit disponible à l'international. Il faut qu'il soit relativement stable. On est sur des chantiers, des environnements qui sont assez complexes, variations de température importantes, bas, haut. Et donc, petit à petit, en regardant les caractéristiques physico-chimiques de tous ces carburants, on écarte le baissant, voilà, pour faire simple, et on arrive au HVO, qui reste la solution la plus intéressante, parce qu'en plus, très proche du gazole pétrolier en termes chimiques et au niveau des normes. Ça veut dire que le HVO aujourd'hui tient la corde. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à tous les engins pour le coup ou seulement aux gros engins de chantier? Alors oui, bien sûr, on l'a dit, la solution elle est multi-énergie. L'électrique, ça a été présenté, évidemment, c'est plutôt orienté vers les machines compactes, urbaines, moyennes. On arrive maintenant à du 20 tonnes en électrique, il n'y a pas de problème. Mais on a encore quand même quelques difficultés de stockage de l'énergie sur la batterie. Donc, le thermique a encore son rôle à jouer sur les moyennes gammes et grosses gammes. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le HVO, comme je le disais, de par sa nature, on va dire physico-chimique, on arrive à pouvoir la proposer, cette solution, finalement, sur, on va dire, allez, 99%, je ne vais pas m'engager, j'aurai bien un modèle qui ne sera pas disponible, mais à peu près quasiment 100% des modèles thermiques aujourd'hui proposés sont compatibles avec le HVO. L'intérêt pour vous, Dominique, du HVO? L'intérêt du HVO, c'est que d'abord, il permet une évolution progressive. Nous savons que nos engins, notamment sur les plus gros, fonctionnent entre 10, 12, 15 ans. Donc ça permet, en enrichissant le GNR avec du HVO progressivement, de décarboner progressivement. Et le deuxième facteur qui est très important, c'est que le HVO, c'est comme le GNR, c'est un carburant liquide. On appelle ça un carburant liquide bas carbone, un CLBC, alors qu'effectivement certains ont envisagé des carburants gazeux qui multiplient les transports parce que la capacité de l'énergie n'est vraiment pas au rendez-vous. Donc c'est un facteur qui est très important. Je rappelle, nos chantiers ont lieu n'importe où dans le paysage. Et pour en revenir à ce que disait Julien Bedler tout à l'heure, pour les travaux publics, les carburants des engins, c'est en gros 10% des émissions d'un chantier. On a 60% de matériaux, 10% de carburant de transport, 10% de carburant pour les engins de chantier. Donc c'est quand même une part qui n'est pas négligeable. Et c'est pour ça qu'on peut le faire progressivement, avec un effet de sifflet, sans avoir une coupure brute derrière. Il vient d'où ce HVO? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il soit réservé pour le secteur du bâtiment et des travaux publics? Alors la stratégie nationale bas carbone qui est en cours de finalisation mentionne effectivement pour les engins lourds de chantier qu'il est difficilement remplaçable, que le HVO est difficilement remplaçable. Il vient d'un process particulier de pétrochimie, mais il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, parce qu'il est en concurrence avec l'aviation et le maritime. C'est que dans la production de CAD, carburant d'aviation durable, il y a ce qu'on appelle un HVO fatal. C'est-à-dire que suivant les process, il y a de toute façon 10% à 25%, suivant le procédé, du carburant qui sortira, qui sera du HVO. Donc dans le SAF, on peut récupérer cette partie-là pour dans le process, quand on produit du SAF, on produit forcément du HVO. Et cette partie-là, on peut la réorienter? Et cette partie-là, on peut la réorienter. Il y a bien sûr une question de coût. La question de coût, actuellement, l'écart de prix est de 15 centimes grâce aux dispositifs fiscaux. Mais sans les dispositifs fiscaux, pour l'instant, c'est du simple au double, dans la mesure où il y a de la capacité. S'il y a une augmentation de demande de capacité, l'écart peut augmenter. Ça, c'est le frein pour l'instant à la diffusion du HVO dans avant même d'en arriver à cette notion de prix, qui est très importante, tu as raison Dominique, il y avait aussi la nécessité de stabiliser l'environnement réglementaire. Et ça, c'est un travail qu'on s'est efforcé de faire depuis maintenant quand même de nombreuses années, à travers notamment un organe de consultation du gouvernement qui s'appelle la RUPA. On en est membre et ça nous a permis de porter la voix des constructeurs pour obtenir un certain nombre de gains. Alors évidemment, les gains, on le voit bien aujourd'hui, c'est les échelles toujours moyen-long terme. Malgré tout, on a obtenu un certain nombre de choses comme la libération du HVO pour nos engins de façon assez large, puisqu'on a obtenu la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du bord à bord, c'est-à-dire de la livraison directe sur les chantiers depuis un camion de livraison vers les engins sans avoir de logistique propre, ce qui a permis de lever un certain nombre de freins pour des chantiers, notamment nomades. Donc facilité d'avitaillement et diffusion
on peut aussi aller en station, Alors, faire ce ouais. plein de Le, HVO le aussi. HVO, vous avez raison, quelque part, il est très bien ce carburant puisqu'il a été libéralisé, y compris pour les véhicules routiers et aujourd'hui disponible également donc, en station pour les véhicules. Nous, notre contrainte, on a commencé à le dire, c'est que la solution soit pérenne. J'ai parlé d'environnement réglementaire stable. Il faut aussi de la disponibilité. Ça, c'est un autre enjeu fort pour nous parce que, évidemment, les constructeurs peuvent avancer sur un certain nombre de sujets à condition qu'ils aient un environnement relativement stable et qui soit duplicable sur les différents pays, au moins à l'échelon du continent. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. C'est compatible avec les moteurs et c'est donc à diffusion Absolument. mondiale. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Le prix, toujours pareil. Donc ça, c'est la fiscalité. Et là, l'enjeu, il est important aussi. On essaye de peser également à travers toujours cet organe de consultation qu'est la RUPA pour faire évoluer les niveaux de taxation qu'on appelle la tier verte, pour faire simple, en France sur ces carburants, de façon à ce que, comme tu le rappelais, on n'ait pas un écart de prix trop important, voire même on essaie de converger vers les tarifs aujourd'hui du GNR. Le tarif, ça reste un sujet aujourd'hui, Dominique, Ça reste clairement. bien sûr un sujet, puisque les marges dans le bâtiment et dans les travaux publics n'est pas forcément très important, mais j'entends quand même de plus en plus d'adhérents me dire qu'ils sont très contents de pouvoir ainsi décarboner et que leurs clients sont contents. En plus, comme c'est un carburant qui est mieux raffiné, qui est beaucoup plus stable, on gagne un peu de décibels et un peu de pollution. C'est pas négligeable, en plus du CO2. Donc oui, c'est un carburant dans lequel il faut qu'on avance, il faut qu'on réussisse à s'en faire réserver une partie, et c'est tout le travail que nous menons actuellement avec les autorités, avec le SGPE, avec la DGEC, enfin, Direction Générale Énergie et Climat. Si je vous suis bien, aujourd'hui, le HVO pour les constructeurs au niveau mondial, ça va leur permettre de pouvoir finalement s'accorder sur des flottes, qu'ils ne soient pas contraints d'adapter aussi en fonction des choix effectués par tel ou tel pays dans lequel ils vont livrer les engins. Donc, il y a tout un tas d'arguments qui Bien sûr. plaident en faveur Pour du ce HVO. carburant, bien sûr. C'était d'ailleurs un des éléments aussi qui ont permis d'écarter finalement le baissant, puisque pour nos engins, il était hors de question de devoir avoir des modifications importantes, notamment en termes de post-traitement. Enfin bon, je ne vais pas trop détailler, mais il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires à faire si on veut travailler avec du baissant. En termes d'homologation aussi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la majorité des produits sont disponibles en HVO avec la motorisation? C'est que pour homologuer un moteur aujourd'hui, il faut l'homologuer par rapport à un carburant de référence aujourd'hui. Et la chance qu'on a, c'est que le HVO, du point de vue de la norme, est compatible avec ces carburants, ce qui veut dire qu'on peut homologuer des moteurs aujourd'hui assez facilement pour le fonctionnement HVO. Et enfin, dernier élément, ce carburant-là étant très proche, encore une fois, sur le plan chimique du carburant pétrole, eh bien, il ne nécessite pas d'adaptation forte des maintenances, et ça c'est important aussi pour les utilisateurs d'avoir des maintenances qui soient assez homogènes et en même temps aussi être conscient que sur un chantier on ne pourra pas forcément accéder en permanence à du HVO, on devra mixer avec d'autres carburants, GNR notamment, et il faut que ces carburants-là soient miscibles le plus possible. Dernière question, et je me tourne vers vous, Dominique. Vous avez dit on est arrivé à 5. Là, il y a une prochaine réunion. Vous allez arriver à 5 aussi au mois de mars. Quel est l'objectif de la prochaine réunion? Faire avancer le sujet, accélérer, obtenir sur la question de la fiscalité notamment? C'est la fiscalité, mais déjà il y a la disponibilité qui prime. Être sûr qu'effectivement nous pourrons avoir dans le temps, sur le long terme, la quantité de HVO dont on aura besoin, sachant qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait une guerre des prix par rapport à tout cela. Parce que la guerre des prix, elle est avec l'aviation, le maritime. La guerre des prix, elle est aussi avec l'Allemagne, la Norvège, etc. Donc il y a tout ce travail de concurrence en faisant attention. L'avantage majeur du HVO par rapport à l'électricité, c'est que demain, je veux faire un chantier quelque part, je commande le HVO. L'électricité, en général, il faut 1 à 2 mois d'attente, voire plus suivant les gros chantiers. C'est un point qui est important. Et sur Oslo, il y a une question là-dessus, il faudra qu'on en reparle. Ça prend du temps de se regarder. Le HVO, il est disponible immédiatement. On verra où en est le dossier. Entre le 21 et le 24 avril 2027, ça aura forcément avancé. Nous l'espérons. L'enjeu de la décarbonation de la construction est à ce prix-là. Et juste un dernier mot pour conclure, si vous le permettez, on a la chance d'avoir tout à l'heure un grand intervenant de chez Total Energy. On a déjà plein de questions qui sortent de cette table ronde, donc ça sera intéressant de voir les réponses, sur la pérennité notamment.
Eh oui, ce sera en début d'après-midi avec mon confrère Emmanuel Le Chypre. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour nous faire le point sur cette question des biocarburants.